Bienvenue dans Le rhumatisme et moi, un podcast de la Ligue suisse contre le rhumatisme. Pour le premier épisode de cette série, nous accueillons la rhumatologue Diana Dan qui va nous aider à clarifier un peu ce vaste sujet, puisqu'il existe environ 200 types de rhumatisme avec 2 millions de personnes concernées en Suisse. Je m'appelle Mai Biderman, je réalise ce podcast pour la Ligue suisse contre le rhumatisme et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Diana Dan, merci beaucoup d'être venue à Épalage, ici dans nos bureaux chez Radar RP. Premièrement, comment allez-vous ? Bien, merci. Ça va bien ? Merci pour l'invitation. Dans la prochaine demi-heure, nous allons identifier les principaux rhumatismes et les décrire un petit peu plus précisément. Vous êtes rhumatologue au CHUV à Lausanne. Alors en quoi consiste votre métier ? Je m'occupe du rhumatisme et j'ai comme intérêt principal les connectivites. Donc ça, c'est des maladies un peu plus rares. En quelques mots, pour les personnes qui connaissent peu ce sujet, les rhumatismes, qu'est-ce que c'est ? C'est une très bonne question, en fait. Souvent, c'est les patients qui vont me demander à la fin d'une consultation « Docteur, est-ce que j'ai un rhumatisme ?» Et je dois dire que je leur retourne un peu la question et je leur pose d'abord la question « Qu'est-ce que vous comprenez par le rhumatisme ?» Et finalement, on voit que chacun a son idée. Mais pour donner une réponse un peu plus claire, ce qu'on peut dire, c'est que le rhumatisme, en fait, c'est une notion très large qui comprend environ 200 maladies et qui principalement vont toucher l'appareil locomoteur, que ce soit les articulations, les muscles et les tendons, mais qui peuvent toucher également les organes internes, la peau, les yeux, etc. Ça peut toucher les personnes de différentes manières. Comment est-ce que vous diagnostiquez vos patients et patientes alors ? C'est pas un travail facile. Souvent, c'est la présentation du point de vue articulaire. Donc, ça part souvent par les articulations. Et de là, on essaye de voir s'il y a d'autres organes qui sont atteints. Il y a des investigations, donc des prises de sang qu'on doit faire, il y a des radiographies, des ultrasons. Puis petit à petit, on avance dans le diagnostic. Pour quelqu'un qui ne souffre a priori pas de rhumatisme, comment est-ce qu'on peut se représenter le fait de vivre avec un rhumatisme ? Ça dépend beaucoup de types de rhumatisme. Il y a des gens, par exemple, qui auront une très légère gêne, peut-être juste des douleurs le matin avec une légère gêne de quelques minutes et qui vont pas être empêchés de vivre leur vie. Et ça peut aller jusqu'à quelqu'un qui a un rhumatisme très grave, avec des douleurs continuelles, des déformations des articulations, des atteintes des organes internes. Et il y a des gens justement qui vont parfois perdre leur travail, qui pourront pas se soigner, qui auront des soucis même pour les activités de la vie quotidienne. Et est-ce que c'est facile pour vos patients et patientes d'expliquer le rhumatisme à leur entourage ? Est-ce que c'est bien compris généralement ? J'ai l'impression que c'est beaucoup plus facile si la famille vient, si les membres de la famille des patients sont présents à la consultation, parce que je peux bien m'imaginer que la personne qui a un rhumatisme a quand même des difficultés à expliquer. Et je crois qu'un des problèmes est que parfois on ne voit pas que la personne a un rhumatisme. Donc ça peut être invisible à l'œil. Pourtant, la personne peut souffrir énormément et ça ne se traduit pas par quelque chose de visible. Donc ça risque d'être difficile. Le fait que ce ne soit pas reconnu autour de nous, ça peut aussi être une source de souffrance ? Effectivement, ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a des personnes qui ont des douleurs chroniques. Et s'il n'y a rien visible à l'extérieur, elles peuvent se sentir très seules et parfois mal comprises. Et ça peut donner aussi lieu à des souffrances du point de vue du moral, donc à une baisse du moral. Et on sait effectivement que les personnes qui ont des douleurs chroniques peuvent développer même des dépressions, par exemple. Quelles sont peut-être, par rapport à ce sujet, les principales idées reçues qui sont fausses sur les rhumatismes ? Je pense que la première chose qui me vient à l'esprit, c'est surtout l'idée que le rhumatisme, il touche que les personnes âgées. Et en fait, c'est pas vrai. Parce que même les enfants, même les bébés peuvent avoir un rhumatisme. Donc ça, c'est un des points. L'autre point, comme je disais, souvent, on ne voit pas
le rhumatisme. La personne peut avoir, par exemple, des douleurs au dos et qui peuvent être assez intenses. Et si elle ne le dit pas, on ne le verra pas. Et ça, encore une fois, ça peut donner lieu à des problèmes au travail, dans la relation du patient avec son entourage, sa famille et ses connaissances. Et ce que je constate assez souvent, aujourd'hui, les gens ont l'impression qu'on est tellement avancé dans la technologie, dans la recherche, qu'on devrait pouvoir guérir les maladies, voire faire éliminer la douleur. Je pense que ça, c'est un des points, un des souhaits des patients. Et malheureusement, on n'est pas toujours capable de le faire. Et là, il y a effectivement un point qui peut donner lieu à des conflits. Vous avez parlé dans un premier temps des rhumatismes qui touchaient les jeunes et les enfants. Qu'est-ce que c'est par exemple ? Il y a par exemple une forme qu'on appelle l'arthrite juvénile idiopathique. Donc c'est un groupe de maladies qui touchent les articulations puis qui arrivent avant l'âge de 16 ans. Mais les enfants peuvent aussi développer ce qu'on appelle les connectivites, donc des maladies plus rares. Certaines de ces connectivites vont évoluer moins bien que si la maladie arrivait à l'âge adulte. Et ça représente combien de personnes à peu près dans la population jeune qui est touchée par des rhumatismes ? C'est plutôt rare. Donc ça doit être moins de 1 sur 1000. Mais ça existe. Mais ça existe. Est-ce qu'on peut classer les rhumatismes en différentes formes, en grandes catégories ? On peut, ça dépend un peu où on lit, parce qu'il y a plusieurs façons de le faire. Une façon assez simple, c'est de les classifier en maladies inflammatoires versus non inflammatoires, mais peut-être ça vous dit pas grand-chose. Et un autre moyen est de les classifier en 5 catégories. C'est peut-être plus simple à comprendre. La première catégorie sont les arthrites inflammatoires. Là, on a par exemple la polyarthrite, on a l'arthrite psoriasique, on a les connectivites et les vasculites. Une deuxième catégorie, là on pourrait prendre les douleurs au niveau du rachis, donc de la colonne. Une troisième catégorie serait les maladies liées à l'usure, comme par exemple l'arthrose, mais ça peut être également l'usure des parties molles, des tendons, donc les tendinites. Une autre catégorie, c'est les maladies osseuses, et puis là, on a principalement l'ostéoporose. Et également, dans la même catégorie, on pourrait prendre les maladies du tissu conjonctif, dont l'Ehlers-Danlos, par exemple. Et une dernière catégorie, mais qui est assez importante parce qu'elle touche une bonne partie de la population, ça serait les maladies rhumatismales des parties molles, comme par exemple la fibromyalgie. On a eu une grande liste avec des termes assez techniques. Est-ce que vous pouvez donner des explications pour ces différentes maladies ? Oui, je pense qu'on peut les aborder séparément. On les aborde point par point. Voilà, alors. point par point. Et si on commence par exemple par l'arthrose, qui est quand même une maladie très très fréquente, pratiquement tout le monde qui arrive à un âge avancé aura une arthrose. Donc on dit que 9 sur 10 des gens qui sont arrivés à l'âge de la retraite auront une arthrose. En tout cas, si on fait des radiographies, ça ne veut pas dire que tout le monde qui a une arthrose à la radio sera symptomatique. Donc c'est environ un quart de ces gens. Dans le cas de l'arthrose, c'est quelle partie du corps qui est touchée ? En principe, toute articulation peut être touchée par l'arthrose. On a très très souvent les petites articulations des doigts. On a les genoux, les hanches et le dos, donc surtout au niveau de la colonne cervicale, donc la nuque et le bas du dos. Maintenant, ce qu'on a aussi, toute articulation qui a été touchée par une autre maladie, une arthrite, donc on avait dit qu'il y a des arthrites inflammatoires, elle peut s'user beaucoup plus facilement et faire aussi ce qu'on appelle une arthrose secondaire. Et typiquement, les gens qui ont une arthrose auront des douleurs au mouvement avec éventuellement un petit dérouillage matinal ou après le repos.
qui durent quelques minutes, au maximum une demi-heure. Et ces douleurs-là, typiquement, sont améliorées par le repos. Donc, on aura très, très rarement des douleurs pendant la nuit. Dans la plupart des cas, les gens ne seront pas réveillés par la douleur. Dans le cas de l'arthrose, qu'est-ce qui se passe au niveau vraiment de l'articulation? C'est surtout le cartilage qui souffre. Il va s'user avec le temps. Et ça peut être dû aussi au fait que le genou ou la hanche n'est pas exactement dans le bon axe, ou ça peut être une surcharge mécanique parce qu'on a fait beaucoup de sport et on a eu des traumatismes, donc des accidents. Si vous pensez aux footballeurs, vous imaginez bien s'ils ont fait des ruptures des ligaments croisés, qu'avec le temps, c'est aussi le reste de l'articulation qui en souffre. Là, on a parlé de sollicitation. Est-ce qu'il y a d'autres causes qui peuvent aussi amener de l'arthrose? Effectivement, il y a aussi l'hérédité. Donc, on sait que, en tout cas pour l'arthrose des doigts, c'est une partie importante de l'étiologie, c'est l'hérédité. Et comment ça se soigne? Le traitement, si on doit parler un peu du traitement, il y a deux sortes de traitements, parce qu'on parle toujours de traitement médicamenteux et non médicamenteux. Et dans l'arthrose, le traitement non médicamenteux est encore plus important que les médicaments. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est de renforcer l'articulation par l'extérieur, par la musculature, tout en essayant de garder un niveau d'activité qui respecte la douleur. Donc là, c'est important, par exemple, pour quelqu'un qui a une arthrose de genou, si on prend cet exemple-là qui est assez fréquent, ce qu'on va dire aux patients avec une arthrose de genou, c'est que c'est utile, par exemple, de faire du vélo plutôt qu'aller faire de la course à pied. Et du point de vue des médicaments, les gens auront en général déjà pris par leur propre chef des médicaments contre la douleur, les anti-inflammatoires ou d'autres médicaments, par exemple des sprays ou des pommades qu'on peut appliquer au niveau de la douleur. Ce qu'il y a encore, parce qu'en rhumatologie, on aime bien faire des piqûres dans les articulations, ce qu'on peut faire dans l'arthrose, s'il y a du liquide, par exemple dans l'articulation, on aime bien faire une ponction, donc mettre une aiguille dans l'articulation, enlever le liquide et injecter soit de la cortisone, soit d'autres substances comme des plaquettes, par exemple, ou l'acide hyaluronique qui mime un peu le liquide articulaire. Est-ce qu'on passe au deuxième type de rhumatisme? À quel sujet s'attaque-t-on à présent? On pourrait s'attaquer aux maux de dos. Ça, c'est quelque chose qui est assez fréquent. Là, on dit, pour vous faire une idée, que tout le long de la vie, si on prend toute la population adulte, 80% des gens auront une fois dans leur vie, en tout cas, des douleurs au dos. Quasiment tout le monde, en fait. Presque tout le monde, oui. Et là, on peut avoir deux catégories importantes. Une catégorie des douleurs au dos qu'on appelle spécifiques, pour lesquelles on trouve effectivement une cause, par exemple une hernie de disque ou une fracture vertébrale qui explique très bien la structure qui a été touchée et qui fait mal. Mais la majorité des douleurs au dos, on va les appeler non spécifiques parce qu'on ne trouve pas forcément une cause ni à la radiographie, ni à l'IRM. Et c'est souvent dû à une surcharge, aux douleurs musculaires, aux tensions. Ça peut être dû par exemple à un travail très éprouvant chez quelqu'un qui travaille sur le chantier, qui tout le long de la journée va lever des poids lourds par exemple. On voit que ça peut toucher tout le monde, que l'on soit au chantier ou au bureau. Est-ce que ces maux de dos, ils peuvent diminuer ou disparaître avec le temps? On peut les avoir sur le long terme, ça c'est la variante qui nous plaît le moindre. Mais effectivement, dans la majorité des cas, les maux de dos vont s'atténuer, vont disparaître. Ils peuvent réapparaître, ça dépend effectivement de ce qu'on fait comme travail, de ce qu'on a fait pour notre dos, si on a essayé de prévenir la rechute. Mais même des douleurs qui sont dues à une hernie des disques
peuvent disparaître parce que cette hernie, elle peut se résorber spontanément. Et ça, c'est le cas dans 2/3 des patients. Alors, comment fait-on pour prévenir ces maux de dos ? Je pense que le plus important, c'est d'avoir une bonne posture. Et une fois qu'on a eu des maux de dos, il faut travailler aussi sur la musculature du dos. Donc, pas que la bonne posture, mais renforcer le dos. Et il faut dire qu'avec le dos, il faut renforcer aussi l'abdomen parce que ces deux parties vont ensemble. Et j'ai l'impression que beaucoup de gens sont un peu en attente de physiothérapeutes qui résoudent le problème. Mais il faut dire que le plus important pour le dos, c'est d'être actif soi-même. Donc les massages, c'est bien, ça soulage, c'est agréable, mais c'est pas ça qui va faire guérir les maux de dos. Donc là, j'insiste sur l'activité physique active, c'est ça qui compte le plus. C'est donc impossible de juste aller se soigner chaque semaine chez l'ostéo et chez le physio. Effectivement, oui. Je vais me tenir un peu plus droit pour les prochaines questions et on va aborder le troisième type de rhumatisme. Oui, je pense qu'on pourrait parler de l'ostéoporose, qui est une maladie très fréquente. On sait que les femmes et les hommes peuvent être touchés. C'est vrai que la femme sera un peu plus touchée à partir de la ménopause. On dit qu'à partir de l'âge de 50 ans, on peut s'attendre chez une femme sur 2 à une fracture versus un homme sur 5. Donc, c'est vraiment une maladie plutôt de la femme. Donc, si je parle de l'âge de 50 ans, c'est en général l'âge de la ménopause. Donc, les hormones jouent un rôle important dans l'étiologie de cette maladie. Qu'est-ce qui change à partir de la ménopause ? À partir de la ménopause, on a beaucoup moins d'estrogènes. Et les estrogènes, c'est ce qui protège les os. Et l'ostéoporose, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est l'architecture, la structure osseuse qui est moins bien structurée. On perd de l'os et les os deviennent plus fragiles et vont se casser plus facilement. Cette question, je l'entends quand même assez régulièrement. Est-ce que l'ostéoporose fait mal ? Puis, elle fait pas mal en fait. C'est la fracture qui peut faire mal, mais on a également des fractures, par exemple au niveau de la colonne vertébrale, qui vont passer inaperçues. Donc, si on ne fait pas de radiographie, on ne trouvera jamais cette fracture. Donc, on ne le sent pas, on ne le voit pas jusqu'au jour où ça peut casser. Effectivement, c'est assez perfide. En fait, c'est pour ça qu'il faut la chercher activement selon certains critères. Qu'est-ce qu'on peut faire pour prévenir l'ostéoporose ? Pour prévenir, c'est déjà important d'avoir une bonne nutrition, donc consommer suffisamment de produits qui contiennent de calcium, vitamine D, assez de protéines, s'exposer au soleil parce que la vitamine D se produit dans la peau à l'exposition au soleil, donc ça peut être problématique pendant l'hiver. Ou alors après un été comme ça, tout le monde a des os très solides. Ouais, en général oui, c'est le cas. Du point de vue de la densité osseuse, je ne pourrais pas dire, mais le taux de vitamine D est beaucoup plus haut à la fin de l'été. Donc ça peut que aider finalement. Exactement. Au niveau de la prévention, l'activité physique est là aussi un rôle très important. Parce que tout ce qu'on fait, donc tous les mouvements qu'on fait vont stimuler la musculature. Le muscle va tirer sur l'os et c'est finalement ce stimulus mécanique qui fait améliorer la densité osseuse. Et une fois qu'on a l'ostéoporose, là c'est important de bien traiter pour prévenir les fractures. Et là on a des médicaments spécifiques. Si par exemple la personne ne consomme pas suffisamment des produits laitiers qui contiennent calcium et vitamine D, on va proposer des comprimés. Et il y a des traitements encore plus spécifiques qui vont stimuler directement la production osseuse et vont augmenter la densité de l'os. Ce qui est peut-être encore à retenir, c'est que chez quelqu'un qui a une ostéoporose, on va essayer d'améliorer son équilibre parce que si la personne chute, risque de se casser plus facilement les vertèbres ou le fémur par exemple.
On n'a pas parlé des arthrites encore. Est-ce que vous voulez nous en dire un peu plus à ce sujet? Non, on ne les a pas traités. Puis c'est un groupe important des maladies. Et si on parle des arthrites les plus fréquentes, je pense qu'en tête, on a les arthrites qu'on appelle microcristallines. Donc ça veut dire la goutte et la pseudogoutte ou chondrocalcinose. Et parmi ces deux, c'est la goutte qui gagne. Donc on a environ 3% des hommes qui auront une goutte. Elle est moins fréquente chez la femme, c'est pour des raisons hormonaux. C'est une maladie qui peut faire très très mal. Contrairement à l'ostéoporose, là c'est plus douloureux. Exactement. Donc typiquement, si on a une poussée de gouttes, les gens auront dans la plupart des cas une articulation, souvent c'est le gros orteil qui est touché, qui peut être très rouge, très enfle, douloureuse, même d'avoir le drap sur le gros orteil peut faire très très mal. Et typiquement, chez quelqu'un avec une crise de goutte, mais les douleurs peuvent survenir même la nuit. Et là, contrairement à l'arthrose où le repos calme la douleur, ben c'est le contraire. Donc le repos aggrave la douleur. Les gens ont la tendance de bouger, mais la goutte fait particulièrement mal. Donc même si normalement dans une arthrite, les mouvements vont améliorer légèrement la douleur, pour la goutte, si la crise est importante, les gens auront mal tout le temps. Comment fait-on pour s'occuper de ces douleurs? Très souvent, on met de la glace. Donc refroidir l'endroit, ça aide toujours. Et les anti-inflammatoires, là, sont très importants. Mais il y a d'autres médicaments qu'on peut donner, comme la colchicine, par exemple, ou des injections de cortisone. Donc là, c'est un geste assez élégant si on peut infiltrer une articulation et ça calme assez rapidement la douleur. On passe au 5e rhumatisme qu'on voulait aborder aujourd'hui, la fibromyalgie. Oui, c'est une maladie qui peut être assez frustrante pour les patients parce que c'est une maladie qu'on ne voit pas. Donc on avait parlé justement des problèmes, des idées préconçues sur le rhumatisme. Ça, c'est un des cas où on ne voit pas cette maladie. On ne va pas la reconnaître ni à l'examen clinique. Il n'y aura pas d'enflure des articulations. Il n'y aura rien au niveau des articulations visibles, ni à la radiographie. On ne verra rien, ni à l'IRM. Si on fait une prise de sang, on ne verra pas d'inflammation. Pourtant, les patients sont très touchés. Je disais qu'il y a environ 5% de la population, selon la littérature, qui peuvent souffrir de fibromyalgie. Et la difficulté du diagnostic est là, parce qu'il n'y a pas de moyen de la reconnaître directement. Il y a des critères dont on peut faire usage. Mais finalement, cette fibromyalgie, elle reste un diagnostic qu'on appelle d'exclusion. Donc, on va essayer d'abord d'exclure d'autres maladies plus claires, on va dire. Et il faut faire attention parce que c'est pas rare que le patient ait fait plusieurs passages chez plusieurs médecins. Et quand on le voit, il risque de nous dire « on m'a dit que j'ai rien, c'est tout dans ma tête ». Donc ça peut être très frustrant pour le patient qui, lui, il a les douleurs et qui se sent mal compris. Et parfois, on voit des patients à la consultation qui ont été déjà vus par plusieurs d'autres médecins qui racontent leur vécu et parfois nous disent « mais on m'a traité de simulant, donc on ne me croit pas ». Et je pense que là, il faut que nous, les médecins, faisons très attention pour expliquer aux patients qu'on les croit, malgré le fait que du point de vue objectif, aux analyses, aux imageries, il n'y a pas quelque chose de pathologique qui n'est pas normal. Concrètement, qu'est-ce qui pourrait être un symptôme ou un signe qu'on a affaire à la fibromyalgie? Et le symptôme le plus important, c'est la douleur. Et les gens peuvent avoir des douleurs un peu partout. En tout cas, dans les critères de diagnostic, ils doivent avoir des douleurs dans plusieurs endroits. Un seul endroit ne suffit pas. Et très très souvent, ils ont d'autres symptômes et ça peut être assez déroutant par moment parce que ils auront
d'autres investigations qui finalement ne sont pas très utiles pour exclure autres maladies. Donc, je disais, ces symptômes peuvent être des maux de tête, des douleurs au niveau du ventre, des fourmillements dans les membres, des nausées. Ça peut être des troubles de la concentration et très très souvent une grosse fatigue. Comment c'est traité la fibromyalgie ? Il y a des médicaments qu'on peut donner qui vont jouer beaucoup sur le ressenti de la douleur, parce que souvent, ce ressenti de la douleur, il est différent, donc il est beaucoup plus fort chez quelqu'un qui a une fibromyalgie. Et là encore, le mouvement. Donc l'activité physique, ça aide aussi. Et comme ces gens ont souvent une fatigue et parfois aussi des symptômes de dépression, on les encourage aussi d'avoir un suivi par un psychiatre ou par un psychologue. Pour prendre soin de leur santé mentale aussi, oui. Dans cette épreuve un peu difficile. Oui, c'est important. Toutes les informations sur les rhumatismes, où peut-on les retrouver ? En général sur Internet, mais il faut dire que le choix est tellement grand que c'est difficile pour les gens de s'y trouver. Donc ce que je conseille toujours à mes patients et à leurs proches, c'est d'aller sur le site de la Ligue suisse contre le rhumatisme. Et on a dans nos cabinets, je pense que je peux parler pour tous les rhumatologues, on a des brochures qui sont très informatives, qu'on peut donner nous directement aux patients, mais qu'on peut retrouver aussi sur le site de la Ligue suisse contre le rhumatisme. Et là, les patients peuvent aussi prendre contact. Il y a des groupes de patients, des associations des patients. Parfois, comme patient, on peut avoir le besoin de parler à un autre qui est touché par la même maladie. Donc là, ça sert à ça aussi. Merci beaucoup, Diana Dan, pour toutes ces explications. On arrive bientôt au terme de cette discussion. Est-ce que vous avez un mot de la fin, quelque chose à transmettre aux auditeurs et auditrices ? Je pense qu'on pourrait peut-être juste brièvement parler de la prévention en général. Est-ce qu'on peut dire qu'il faut bien soigner son corps, qu'il faut avoir une alimentation équilibrée et il faut avoir une activité physique régulière. Et moi, je dirais aussi ce que je dis à mes patients, c'est pas très important ce que vous choisissez comme activité physique, mais il faut la faire régulièrement. L'important, c'est de bouger. C'est ça. Merci encore pour cet entretien. Je vous souhaite un bon retour à vos activités au CHUV. Merci. Au revoir. Merci à vous d'avoir écouté ce premier épisode du podcast « Le rhumatisme et moi ». Tous les sujets mentionnés dans cet épisode sont disponibles également sous forme d'articles sur le site de la Ligue suisse contre le rhumatisme, www.ligue-rhumatisme.ch. Bonne suite et à bientôt pour de nouveaux épisodes.